Come on, fuckos, let's go for a ride. Salut tout le monde, j'ai décidé de faire une petite vidéo à la place de vous écrire exactement ce que ça prenait là, pour un genre de petit guide facile pour les courses, pour ceux qui veulent commencer ou ceux qui ne savent pas vers quoi se diriger. Donc c'est ça, j'ai fait une petite vidéo parce que si j'avais écrit tout ça, ça aurait été vraiment trop long à lire, donc ça va être plus simple de faire une petite vidéo. Fait, je vais vous expliquer en gros en quoi ça consiste les courses, qu'est-ce que ça prend, comment choisir son RC, tout ce qui englobe un peu là, quand on veut partir et qu'on ne connaît pas grand-chose là-dedans. Donc, je vais vous faire un petit guide rapide là-dessus. Donc, c'est ça. Fait que vous avez juste à regarder et puis je vous explique ça. Donc, pour commencer, je vais vous énumérer les classes qu'on a ici au secteur à Sherbrooke qu'on roule à l'extérieur. Donc, pour commencer, on a le buggy 2 roues 1.10. Ensuite, on a le buggy 4 roues 1.10. Ensuite, on a un Stadium Truck 2 roues motrices 1.10. Par la suite, on a le Mini Truggy 4 roues motrices 1.10. Ensuite, on a le Short Course Truck 1.10 4 roues motrices. Là, lui ici, j'ai pas le body sur le dessus, comme vous pouvez voir. Là, je suis après la remontée là, pour cet été. Donc mes trucks sont pas encore installés et tout. Mais c'est ça, je viens de finir de le nettoyer comme il faut puis de le remonter. Et ensuite, on a le e-buggy 4 roues motrices 1.8. Ça, c'est les classes en général qu'on roule ici cette année. Donc, comme je vous expliquais, depuis quelques semaines, je reçois beaucoup de messages via la page Facebook me demander quelle sorte acheter pour commencer à rouler, qu'est-ce que ça prend, et ainsi de suite. La sorte en tant que telle, ce qui est important de savoir, c'est que tous les compagnies qui font des buggy de course 1.10 ou 1.8, peu importe, toutes les plateformes sont bonnes. Il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre. C'est pas parce que, exemple, Team Associated ou Techno ou TLR sont champions du monde que le véhicule est meilleur. Ça veut absolument rien dire. C'est des setups, c'est des préférences. C'est souvent le pilote qui va faire la différence sur le véhicule. Mais la façon de bien choisir quel acheter, c'est toujours d'aller voir dans les courses de votre piste locale. Toujours la même chose. Allez voir qu'est-ce que les gens roulent. Exemple, comme nous ici à Sherbrooke, la plupart des club racers roulent en 2 roues motrices et en 4 roues motrices roulent des Team Associated. C'est qu'est-ce qui est roulé le plus populaire ici. C'est un bon début pour savoir qu'est-ce à acheter. Souvent, vous allez poser des questions, vous allez aller sur les pages Facebook là, pour le RC Off-Road, soit intérieur, extérieur, vous allez poser la question, c'est lequel le meilleur que je vais acheter? On voit ça souvent passer, puis là, mais on se retrouve avec 40 messages, puis tout le monde débat la sorte qui est la meilleure. En réalité, là, c'est comme dans les vrais véhicules de la vie de tous les jours qu'on sert. T'sais, quelqu'un qui va aller s'acheter un GM, un Ford, un Toyota, un Mazda, c'est un choix personnel. Il n'y a pas un véhicule meilleur qu'un autre quand on est des mêmes gammes de véhicules. C'est assez identique. T'sais, ils ont chacun leurs preuves sont faites. Ce qui est important, c'est de regarder qu'est-ce qui est le plus populaire pour la simple et bonne raison que quand on commence à courser, on n'a pas d'expérience. Souvent, on n'a pas de pièces de rechange non plus parce qu'on vient d'acheter un véhicule et on a passé notre budget dans ce qu'il fallait pour rouler. Donc, quand je vais sur une piste locale, puis je sais que je viens de m'acheter, exemple, un Team Associated, un RC10 B6.4 D, mettons, nœud. Je sais que si je vais courser, que la majorité sur, mettons, 20 club racers, j'en ai 15 qui roulent des B6, ben ça va être plus simple de trouver des pièces de rechange si jamais je suis mal pris. Parce qu'il n'y a pas de magasin proche ouvert, quoi que ce soit. Parce que si je brise une table de roue avant, exemple, dans une course, puis je ne l'ai pas en rechange, personne là,
ben ma fin de semaine de course est terminée. Je peux pas aller acheter de pièces pour la remplacer, donc je peux plus courser. Ça, c'est un côté qui est plate. Tandis que quand il y a beaucoup de gens qui roulent la même sorte de véhicule, ben, ils avaient des chances que sur les 15 sur 20 que je parlais tantôt, ben, qu'il y en ait au moins un, deux, peut-être trois, quatre qui ont des tables de roue de spare. Donc, ils peuvent vous dépanner, vous en fournir une en attendant que vous allez l'acheter, que vous lui rembourser sa pièce. Même chose pour ce qui est des setups de véhicules. Si tout le monde roule, exemple, j'ai encore le même exemple, 15 sur 20 roulent du Team Associated, ben, dans vos club race, c'est toujours plus facile de vous aider à setuper votre char quand on a la même affaire que vous autres. C'est simple comme ça, c'est pas compliqué, c'est juste ça. Mais comme je vous dis, il y a plein de plateformes qui existent. Il y a Team Associated qui en font une, il y a TLR qui en font une, il y a Techno qui en font une, il y a X-Ray qui en font une, il y a Yokomo qui en fait une, Kyosho en fait une, Schumacher en fait une. J'oublie sûrement d'autres sortes, là, mais il y a plein de plateformes de véhicules 1.10 qu'on peut rouler à l'extérieur là, que les compagnies font. Comme je vous dis, il n'y a pas une plateforme meilleure qu'une autre. C'est juste que il y en a qui sont plus populaires, puis quand c'est plus populaire, c'est toujours plus facile de trouver des pièces ou de trouver de l'aide pour nous donner un coup de main sur la piste, justement quand on a pas mal tous les mêmes véhicules semblables. Donc, pour ce qui est du choix du véhicule, c'est pas mal ça, puis c'est tout dans les mêmes prix similaires. Il n'y a pas grande différence. La seule grosse différence, c'est Techno qui ne fait pas de buggy 2 roues motrices, 1.10. Les autres, ils font du buggy 4 roues motrices, 1.10. Puis ils font le Truggy 4 roues motrices, 1.10. Puis sinon, ils font du e-buggy 1.8 électrique, ça aussi, ils le font. Il y a juste le buggy 2 roues qui ne font pas, puis le Stadium. Sinon, toutes les autres compagnies ont tous les véhicules que je vous ai parlé tantôt. Qu'est-ce qui est du buggy 2 roues 1.10, du buggy 4 roues 1.10, du Stadium Truck 1.10. Le Truggy 1.10, même chose. Tout c'est les ah non, c'est vrai, je me trompe, il y a juste le Truggy. Le Truggy, il ne faut pas oublier qu'il y a juste Techno et X-Ray qui font un modèle de Truggy 1.10 4 roues motrices. Pour l'instant. Team Associated, TLR et tous les autres n'en font pas encore, mais ça va sûrement venir éventuellement. Donc, les choix, tout dépendant dans quoi que vous voulez vous enligner pour commencer, ben, c'est pas mal ça que ça ressemble en gros, les choix. Autre chose, vous allez vous demander aussi peut-être, mais avec quel type de véhicule je vais commencer? Je commence-tu avec un buggy 2 roues 1.10, avec un buggy 4 roues 1.10 ou un Stadium ou tout, peu importe l'autre panoplie? Moi, je vous conseille de commencer en 1.10 au lieu de commencer en 1.8 parce que le saut en 1.8, le véhicule est beaucoup plus d'ajustements mécaniques à faire que le buggy 1.10. C'est beaucoup plus touché à ajuster le char, c'est toujours plus compliqué. Donc, idéal, commencer en 1.10. Puis c'est sûr que moi, personnellement, beaucoup de gens, pas juste moi, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire l'idéal, c'est de commencer en buggy 2 roues 1.10 parce que c'est le plus dur à conduire sur une track. Parce qu'il faut gérer la traction, il faut gérer l'accélération. Étant donné que c'est un 2 roues motrice, les 2 roues en avant ne tirent pas. Donc, quand on arrive sur une track que la traction n'est pas haute, il faut ajuster les pneus en conséquence. Donc, c'est plus dur à conduire. Donc, quand on réussit à conduire un buggy 2 roues sur une track off-road, soit extérieure ou intérieure, puis qu'on réussit à faire des bons temps et quand même bien se qualifier, habituellement, quand on rentre dans les autres classes de véhicules, c'est beaucoup plus facile de conduire, puis ça s'apprend quasiment tout seul. Mais il n'y a rien qui vous empêche de commencer avec un buggy 1.10 4 roues motrices. C'est un choix personnel sur la même affaire. Moi, personnellement, j'aime mieux le Stadium 2 roues motrices qu'un buggy 2 roues motrices. Mais ça, c'est mon choix. Mais il y a d'autres gens qui aiment mieux des buggy 2 roues motrices. Donc, en gros, c'est pas mal ça. La meilleure option pour se trouver le véhicule qu'on a besoin pour commencer à courser. Bon, maintenant, la partie électronique du véhicule qu'on appelle. Dans un buggy, je vais y aller avec le buggy 2 roues motrices là, pour commencer. On a le moteur que ça va nous prendre, ça c'est sûr. Les moteurs qu'on met habituellement là-dedans, ça varie. Ça va jouer, mettons, entre un 7.5 tours jusqu'à, mettons, un 13.5 tours avec timing. Il y en a qui vont jouer là-dedans. Il y a la classe stock maintenant qui roule au CTSR intérieur et à Trois-Rivières. C'est des moteurs 13.5 à timing fixe qu'on met dans les véhicules. Mais là, on n'est pas là. Moi, je vous parle de la track à Sherbrooke qu'on roule en open, qu'on appelle ce qui veut dire c'est en mode, en moteur modifié. Donc, comme je vous dis, ça va aller d'un 7.5 tours aller à un 13.5 tours, tout dépendant de vos choix personnels. Encore une fois, ça dépend de votre conduite.
Moi, je vous conseille de commencer avec un moteur moins fort, à moins que vous ayez une bonne manette pour commencer, que vous êtes capable d'ajuster la force du moteur à transférer de la batterie en bois. À part ça, ça vous prend un speed control électronique. Ça, c'est qu'est-ce qui sert à faire avancer le véhicule en passant, mais c'est ça, c'est la même chose. Ça vous prend ça. Ça vous prend un cerveau. Puis ça vous prend cette petite chose-ci, la petite chose rouge là, qu'on voit ici. Là. Ça, c'est une puce MyLap qu'on appelle. Souvent, on va tout faire la même erreur quand on commence. On va aller s'acheter un véhicule, on va acheter notre électronique, on va acheter notre manette, toutes les patentes, puis on monte tout ça. Puis là, on est content, on a réussi à monter notre véhicule, il est prêt à rouler, tout le kit. Puis là, ben, on s'en vient aux courses. On arrive aux courses, puis là, ben, OK, moi, je veux m'inscrire pour courser. Puis là, ben, OK, c'est beau, moi, je suis à l'ordinateur, je vous inscris, puis je vous demande votre numéro de MyLab. Là, vous me regardez avec les yeux carquillés, vous me dites, MyLab, qu'est-ce que tu veux dire par là? Cette petite pièce rouge-là que je vous parle, là, ici, là, souvent, c'est négligé dans l'achat. Ça vous prend ça pour faire de la course. Si vous voulez compter vos temps, participer dans des week-ends de course. Prévoyez quand même un budget parce que ça coûte 150$ de la puce. Achetez ça. C'est sûr qu'une puce, vous pouvez vous en servir. Si vous avez 2 véhicules, transférez votre puce entre chaque course. C'est pas conseillé parce que ça peut risquer de briser. Puis on va se dire les vraies choses. C'est sûr que ça sert à compter les tours, mais ça sert juste à ça et rien d'autre. Donc c'est un peu plate de mettre 150$ de budget quand on la brise pour une affaire de même. Donc idéalement, c'est sûr pour en commencer parce que ça coûte quand même cher, mais éventuellement, si vous êtes capable, en fouillant des fois sur Internet, il y en a des usagers à vendre quand vous allez voir sur Facebook. Peut-être vous en trouver une deuxième, en mettre une par véhicule, c'est ça l'idéal. Comme ça, on ne transfère pas de stock pour rien d'un véhicule à l'autre, puis on ne fait pas d'oubli. Un, on ne peut pas faire d'oubli. Deux, on ne risque pas de briser le matériel pour rien. Pour ce qui est de l'électronique, ça aussi là-dedans, il faut faire attention parce qu'on ne se cachera pas que quand même les véhicules de course, des RC de course, ça coûte quand même assez cher à acheter. Si on parle du buggy 2 roues, juste le buggy seul nœud, c'est 500$ que ça coûte. Puis là, on n'a rien dedans, c'est juste le buggy tout seul. Il n'y a pas de pneus, pas de roues. Il y a un body qui vient avec, puis un aileron, c'est tout. Puis c'est le véhicule. Donc, là, ça vous prend un moteur, ça vous prend un ESC, ça vous prend un cerveau, puis ça vous prend la chip que je vous parlais. Pour ce qui est de l'électronique, il y a des gens, partez pas en peur, là, à aller acheter des grosses affaires qui coûtent cher, ça vous sert à rien pour commencer, absolument à rien. Il y a des petits modèles que je vais vous montrer, des choses qui se vendent pas cher, nœuds, puis ça fait la job pour commencer. Puis quand vous serez plus expérimenté, puis quand vous achèterez un autre modèle, puis vous serez plus habitué, là, ça vaudrait peut-être la peine de vous acheter un plus gros kit électronique pour mettre dans vos véhicules. Mais pour commencer, exemple ici, il y a un speed control électronique, le Hobbywing, le 10BL120. C'est Censored Brushless. Celui-là ici, flambant neuf, il se vend environ, je vous dirais qu'il va jouer entre 69 et 80$ nœud dans nos hobby shops locales. C'est environ le prix que ça donne. Puis ça fait la job en masse. Dans un 2 roues motrices, c'est un 120 ampères. C'est en masse pour rouler dans nos véhicules 2 roues motrices. En 4 roues motrices, les gens vont, tout dépendant de la grosseur de moteur que vous allez mettre, la plupart des gars, on met tout, la plupart des courseurs, on met tous des 160 ampères parce que le moteur est plus puissant dans un 4 roues motrices. Un 4 roues motrices, les moteurs vont jouer entre un 5.5 tours, aller jusqu'à un 7.5, 8.5, on commence à être des maximum à peu près qu'est-ce que les gens vont rouler. Mais ce modèle-là ici fait quand même l'affaire pour rouler dans un 4 roues motrices. Tout dépendant de la force du moteur. Si vous jouez dans des 7.5 tours, 8.5 tours dans vos 4 roues motrices, ce speed control-là fait l'affaire. Maintenant, qu'est-ce qui est du cerveau? Le cerveau, écoutez, il y a des modèles là, assez standards que tout le monde se sert. Je pense que c'est un 1258 ou 1257. Si je ne me trompe pas, puis je pense que c'est Savox qui le fait. Ouais, c'est Savox. Il se vend environ 80$ flambant neuf, mais si vous prenez le temps de magasiner, vous allez en trouver, on peut en trouver des flambants neufs à 25$. Là. Ce qui est important, c'est la vitesse de votre cerveau. Il faut que votre vitesse de cerveau soit en bas de 0.09 secondes pour avoir une bonne vitesse pour que les roues tournent. C'est ça le spec important à regarder. Puis il faut que ça soit au moins un 20 kg là, de force. Idéalement, c'est ça.
Pour les moteurs, les moteurs, écoutez, il y en a dans toutes les hobby shops locales, là, ça part environ, là, je sais que les Ready, Team Associated, là, je pense qu'ils sont 120 ou 129 pièces plus les taxes flambant d'eux. C'est environ ça que ça se vend, là, c'est toujours sensor brushless, toujours la même chose. Ça vient avec le fil. Sensor qui vient avec, même chose, ça vient dans la boîte du moteur. Il y a peut-être des marques là, moins connues qui se vendent moins cher, mais il reste que c'est dans ces prix-là, environ c'est 120$ un moteur. Ça tourne autour de ça. Maintenant, la manette. La manette, il y a une panoplie de manettes, la même chose. Souvent, les gens la plus populaire qui vont rouler, c'est la... Ça, je me rappelle pas. Je pense que c'est la Spectrum, la 5DX, si je me trompe pas. C'est une des plus populaires qui est beaucoup roulée. Là, il y a celle-là qu'on peut prendre. Sinon, il y a Futaba que les gens roulent beaucoup. Puis Sanwa. La Futaba, c'est la 3 ou 4 PV, je ne me trompe pas, qui sert beaucoup. Puis la Sanwa, c'est la... je ne vais pas me tromper, mais je pense que c'est la MT5 ou la MT44, là, qui est assez populaire. Il y a le modèle FlySky ici, la Noble 4X, je pense qu'elle s'appelle, là où ça commence à être populaire pas mal. C'est des manettes qui jouent environ, je vous dirais, entre 200 et 400$ environ, le flambant neuf, acheter ça. C'est à peu près ça que ça coûte, là, le stock. Mais encore une fois, faut vous aller dans les hobby shops locales, vous informer ou demander à quelqu'un qui est plus expérimenté. Vous pouvez m'écrire carrément en privé, je vais vous... sur Facebook, puis je peux vous répondre facilement. Là, je peux facilement vous diriger sur quoi aller acheter. Pas que ça reste compliqué. Ensuite, vous avez besoin d'un chargeur. Un bon chargeur pour charger les batteries. Il y a SkyRC qui fait des... SkyRC, je ne me trompe pas, je pense que c'est Dynamite l'autre. Ils font des petits modèles là, environ à 80-100$, là, un 2 canals qui charge des batteries LiPo. Idéalement, vous prenez un chargeur qui va charger les batteries LiPo au minimum de 5 ampères. Je veux dire, au moins jusqu'à 5 ampères ou en bas, c'est sûr. Mais il faut que ce soit capable, en tout cas, il faut que ce soit 5 ampères environ, parce que tout dépendant, vous respectez les specs des batteries, là. C'est des canaux environ de 100 ampères. Comme regardez, moi aussi, j'ai un Q25 ici devant de moi. Lui, c'est un... Lui, dans le fond, là, c'est un... Juste regarder les specs qui est écrit dessus, là. Lui, il charge... Le A et B font un total de 100 watts. Le C et D, c'est un 4 canals. A et B font un total de 100 watts. Et C et D font un total de 50 watts. Je peux charger le canal C et D jusqu'à 5 ampères. Si je ne me trompe pas. Puis les autres, c'est jusqu'à 10 ampères que je peux charger le A et B. L'idéal, c'est ça, mais il y a des 2 canals là, qui se vendent ou des simples canals, la même chose. Ce qui est important, c'est que votre chargeur sert à charger les batteries 2S, 3S et 4S minimum. Le minimum, c'est ça. Parce que nous, on roule en 1.10. Je vais revenir plus tard sur les batteries puis ces choses-là, parce que là, ça, c'est un autre... il y a des specs à respecter aussi là, pour les batteries, pour les véhicules. Donc, en gros, c'est ça, un chargeur qui charge, comme je vous dis, du 2S, du 3S, du 4S, idéalement. Le plus, c'est environ, si je vous dis, c'est environ 80$ que ça se vend. Donc, pour qu'est-ce qui est des véhicules, c'est pas mal ça. Maintenant, on va aller, je vais aller avec les restrictions qu'il y a pour les courses. En course, un buggy, un véhicule, un 10 de course, on roule tout en 2S. C'est tout du 2S. Peu importe le nombre de milliampères que vous avez dans votre batterie, c'est pas important, c'est 2S. L'important, c'est 2 cellules. Qu'on roule en 1.10 et le buggy 1.8, le e-buggy 1.8, c'est du 4S que ça prend. Vous ne pouvez pas arriver là, avec des batteries 6S dans un buggy 1.8, ça ne fonctionnera pas. Ou des 3S dans des buggy 1.10, même chose. C'est du 2S qu'on roule en course. Pour tout ce qui est le 1.10 et 1.8, c'est 4S. C'est ça que ça prend. Et puis le buggy 1.8 en passant, c'est du 1900 kV. Le moteur qui va là-dedans. C'est ça en gros. Là, c'est le modèle de Canis, là-dessus, c'est du 42-68, je pense, c'est la grosseur. Là. C'est quand même assez gros. C'est beaucoup plus gros qu'un moteur de 1.10 naturellement. Là. Donc, en gros, c'est ça, les restrictions. C'est surtout ça qu'il y a pour les batteries. C'est surtout ça, en gros, les restrictions qu'on a. Autre chose importante, quand vous achetez votre véhicule, votre RC,
On est tous un petit peu pareil quand on achète ça. On est porté à acheter notre véhicule, puis là ensuite on magasine des pièces. Des pièces, tu sais, le véhicule, puis on se dit tout le temps, ah, tu sais, mon véhicule serait tellement beau, mon buggy 4 roues motrices avec des vis bleues. Il serait tellement beau avec, regardez, je vais vous donner l'exemple, je ne suis pas l'exemple à suivre, là, mais je vous montre l'exemple sur mon buggy 4 roues, regardez. Le steering rack, c'est du G-Concept bleu, même chose, puis les belles. Les câbles de choc sont bleus. J'ai des vis en titane bleu. T'sais, ma fan est bleue. C'est plus du bling-bling qu'on appelle ça. Du bling-bling en commençant dans un véhicule, c'est pas une bonne idée. Là, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, première des choses, mettre du bling-bling dans un véhicule, ça coûte de l'argent. C'est pas gratuit, puis c'est souvent plus cher que des pièces d'origine. Vous êtes mieux de garder votre budget pour vous acheter des bons pneus à la place. Parce que les pneus, c'est important sur un véhicule RC. Surtout d'avoir le bon compound, la bonne sorte de pneus pour rouler sur la surface que vous allez aller. Ça, c'est super important. Gardez votre budget. Vous n'avez pas besoin de mettre des gros upgrades dans vos véhicules. Là. Des vis en titane, c'est pas nécessaire. À moins que vous ayez vraiment les moyens de le faire. Là, c'est vraiment pas nécessaire. Je vous dirais, là, comme exemple, dans le buggy 2 roues, là, ce qui est le fun comme option, c'est la petite option aussi du battery tray, dans le fond. Moi, j'ai acheté celui avec le G-Concept, que la batterie rentre dedans. J'ai deux petites barrures qui viennent comme ça. C'est juste plus vite pour enlever la batterie, au lieu de diviser deux vis pour enlever le gros carré. Mais il fait quand même la job, le gros carré. C'est juste que ça, moi, je préfère ça que celui-là. Mais en même temps, comme je vous dis, c'est pas des affaires importantes. Ce qui était, comme exemple, dans un buggy 2 roues, là, ce qui est important, c'est d'avoir le steering rack en avant. Là, je vais essayer de vous le montrer, mais c'est pas évident. Là. On le voit pas super bien, là, mais le steering rack en avant ici, avec les bell rings, les ring bells, excusez, les achetants en alu. Ça casse, c'est en plastique. Vous pouvez mettre le steering rack, les ring bells en alu, mais souvent, ce qu'on va faire, on va mettre un ou deux morceaux. Ça va vous prendre aussi, une autre chose, j'oubliais, servo-horn en alu, c'est important, ça aussi, parce que ça aussi, ça casse souvent en course. Puis on va se dire les vraies choses, en off-road, ça cogne souvent quand on saute. Donc, comme je vous dis, laissez tomber les upgrades, le bling-bling qu'on appelle. T'sais, achetez-vous votre véhicule, mettez le budget du bling-bling, mettez ça sur des pneus, mettez ça sur des pièces, des bons outils pour travailler sur vos véhicules. On est capable, il y a des types d'outils, là, je vais vous les montrer dans pas grand temps. Mais c'est ça, gardez votre argent, mettez pas plein d'investissements sur des affaires qui flashent dans votre véhicule, ça ne vous sert à rien. À quelque part, là, vous commencez, vous n'avez pas besoin d'avoir que ça flash. Puis même encore, il n'y a pas personne qui a besoin que ça flash, c'est plus des goûts personnels, ça aussi. Mais comme je vous dis, quand on commence, le budget, en acheter un véhicule, ça coûte cher. Ça va vous coûter 500$ juste le buggy tout seul, plus électronique le kit. Donc, si vous passez un 300-400$ en bling-bling dans un véhicule, ça ne vous servira pas à grand-chose. Vous allez vous acheter 300-400$ de pneus, puis de roues à la place, puis de pièces de spare, justement, pour être prêt à rouler. Ça, une fois que c'est fait, une fois que vous avez commencé à rouler le kit, là, si vous voulez en mettre du bling-bling, il n'y a pas de problème. Mais je vous conseille de mettre ça dans l'utile, dans le fond, pour quand vous commencez. Aussi les outils. Les outils en RC, c'est important. Il y a des outils que ça nous prend. Ça se vend dans tous les bons hobby shops, des outils. On a des... il y a des comme ça, des plus... Moi, j'appelle ça des plus cheap, là. Ceux-là ici. C'est des outils hexagonales. Dans le fond, c'est du tournevis hexagonal. On a un 1.5, 1.5 mm, 2 mm. On a un 2.5 mm et un 3 mm. Avec ces quatre grosseurs-là, on peut travailler sur toutes les RC qui sont de course, là, naturellement, quand je parle. Là. Les RC qui sont de course, qui sont un 8 et un 10. La plupart de ces outils-là sont là. Il y a juste le short course de TLR, que lui, ça vous prend d'autres sortes de grosseurs. Là. Je vous dire exactement lesquelles ça prend, je ne sais pas. J'en roule pas de TLR, donc je ne peux pas vous dire exactement ce que ça prend. Des tournevis comme ça. Il y a des... là, je vais essayer de les trouver. Je ne sais pas s'ils sont loin, mes autres tournevis. J'ai des tournevis plus haut de gamme. Que normalement, la différence, dans le fond, je vous dirais, ici, j'ai un ProTech avec le bout arrondi.
Ça, c'est pour travailler quand on veut descendre chercher une vis dans un RC et qu'on n'a pas l'angle idéal. Là, on peut y aller de travers et ça dévisse, ça ne strippe pas la vis parce que le bout est arrondi. Ça, c'est un tournevis plus haut de gamme. Ça, c'est un plus bas de gamme. La différence entre ces tournevis-là, là, j'ai les MIP, les tournevis MIP, que là, sont serrés dans mon coffre. Je n'ai pas pensé de les sortir. La différence, souvent, dans les prix, ça va être la durabilité de l'outil, parce que veut pas, c'est sûr qu'on strippe des vis éventuellement, mais on peut stripper aussi les embouts de tournevis. Il y en a qui vont vous dire que c'est peut-être pas vrai ou c'est peut-être vrai, peu importe. Parce que moi, personnellement, je me sers des tournevis MIP depuis longtemps. J'ai jamais strippé un tournevis, mais les autres, c'est déjà arrivé. Il y a ça aussi, c'est important. Si vous avez un tournevis comme ça, avec une cloche qu'on appelle dessus qui arrête là, quand ça vient trop serré. Ça, c'est important, ces embouts-là. C'est super bon à avoir. Sinon, en frais d'outils, ça vous prend aussi les nap drivers. Il y en a des comme ça. Moi, c'est les MIP, ceux que j'ai ici. Sinon, il y a Team Associated puis G-Concept qui en font pour les Chuck Tower là, qui sont faits plus petits, qui sont faits comme une roulette dans le fond qu'on peut tenir, juste tourner avec les doigts comme ça. Là. Lui ici, j'aimerais ça vous le trouver, vous le montrer. Là. Juste, on va regarder vite dans mes coffres, je le verrai pas. Là. Parce que j'ai comme pas sorti mes choses. Là. Je suis après à travailler là-dessus, mais je l'ai déjà. Je pense que j'en ai un pas loin ici. Ah, j'ai ici. Ça, c'est le set de tournevis à mon fils. Mais c'est ça que je vous parlais, les tournevis MIP. Les choses, c'est ça. Les trois grosseurs, le MIP, moi ici, j'ai le 1.5, le 2 mm et le 2.5 mm. Ce que je vous parlais, c'est ce petit outil-là. On voit pas bien ici, là. Ça, c'est G-Concept qui fait ce modèle-là ici. Là-dessus, vous avez le 5.5 mm et le 7 mm. Ça, c'est bon, là, quand on prend notre véhicule comme ça, là. Si vous voyez ici, là, sur le Chuck Tower, il y a la vis qui est ici, qui tient le Chuck. Nos tournevis, des fois, quand on tombe en avant, si vous voyez, regardez la pente de celui-là en avant. Si je veux rentrer mon tournevis comme il faut ici, c'est dur. C'est compliqué parce que j'ai le speed qui est dans les jambes, les affaires de même. Tandis qu'avec ça ici, je fais juste l'accoter comme ça dedans. Et voilà, ça tourne. Là, je peux prendre mon tournevis de l'autre côté et le dévisser. Ça, c'est un petit outil pratique. Puis c'est pas super cher. Une dizaine de piastres, ça se met même à faire dans vos hobby shop locales. Donc, en gros, c'est ça que ça comprend là, pour le début, comme on pourrait dire. Là, comme je vous dis, il y a sûrement des choses que je vais oublier là, parce qu'il y a tellement d'affaires à parler là, quand on commence à rouler. C'est ça. Donc, ce qui est important, c'est comme je vous dis, c'est d'avoir des bons outils pour travailler sur nos véhicules. Maintenant, il y a des pièces de rechange, comme je vous expliquais tantôt, là, de ne pas mettre de bling-bling, mais de vous acheter des pièces de rechange. Sur les véhicules, souvent, ce qui va être important, ça va être de s'acheter les Chuck Tower. Les Chuck Tower, c'est ça ici, c'est qu'est-ce qui tient les Chuck en avant. Ça, c'est un 4 roues motrices en passant. Ça ici, là, le morceau qui tient en avant, que les Chucks sont attachés dessus. Il y en a un en avant, un en arrière. Ça arrive qu'on les casse. C'est plutôt rare, le 4 roues motrices. Le 2 roues en avant, ça peut arriver une fois de temps en temps. Il y a des options qui existent. Il y en a en alu, il y en a en carbone. Ça, encore une fois, comme je vous dis, il y en a qui vont vous dire qu'en carbone, c'est meilleur parce que c'est moins pesant. Puis quand ça plie pas, ça casse à la place. Tandis que l'autre, il peut plier, briser d'autres choses. C'est encore, moi, je vous dis, c'est des goûts personnels. C'est sûr que si vous achetez un alu, vous n'avez pas grand chance d'échanger. Parce que quand on roule sur la piste, souvent le véhicule tombe à l'envers comme ça. Ben, ce qui mange de premier coup, c'est le Chuck Tower du véhicule. Comme vous voyez là, sur le mien, là, les coins sont usés. Là. Je ne sais pas si on le voit bien. Je vais vous montrer mon 2 roues motrices, ça va être plus facile à voir. Vous voyez les coins là sont usés parce que quand ça vire à l'envers, ça vous dit que je vire à l'envers souvent. Là. Ça vient user avec le temps, puis ça casse. Fait que ça, c'est des pièces importantes à avoir. Les tables de roue. Les tables de roue avant, surtout, plus qu'en arrière. En avant, ça va arriver souvent qu'on va les casser. On va rouler.
On va accrocher un carlon s'en allant dans le stretch qu'on appelle, ou peu importe. Ça donne un coup dans la table de roue. Elle casse souvent où est-ce que le choc tient, ou où est-ce que ça tient ici en dessous. Souvent, ça va casser là. Ou en arrière, même à faire des tables de roue. Puis en même temps, les tables de roue, je ne vous conseille pas d'acheter les modèles hard. Parce que le plastique est trop dur. Donc, quand ça cogne, souvent, il va être plus résistant. C'est drôle à dire, là, il se peut être plus résistant, mais il est moins résistant que le modèle normal. Parce que le modèle normal, le plastique est plus mou, fait qu'il plie au lieu de casser souvent avant. L'autre, vous allez avoir moins de chance. Si vous donnez un bon coup, ça va casser automatique, mais elle va peut-être résister à d'autres coups que l'autre ne résiste pas. Mais je vous conseille tout le temps d'acheter les modèles normaux et non les hard, là, ça ne vaut pas la peine. C'est toujours ça. Ça, c'est des pièces importantes. Les tables de roue, les Choc Tower, avoir ça. Ça va vous prendre de l'huile à choc aussi. Et là, je vais vous énumérer un paquet de choses. Ça, là, par exemple, c'est plus du cas par cas là, pour les pièces. Puis, il y a des musts aussi à avoir sur les véhicules qu'il faut faire là, comme changement en l'achetant en stock. Puis ça, c'est souvent une bonne affaire quand vous commandez votre véhicule neuf au magasin. Vous parlez, exemple, vous appelez au téléphone ou vous déplacez directement sur place. Surtout le 2 roues motrices plus que les 4 roues motrices. Tantôt, je vous parlais des belles cranks qu'on a en avant, puis du steering rack. Mais aussi, il y a le bulkhead en dessous qu'on appelle. Là. J'ai pas la pièce proche pour vous le montrer. Il faudrait que je regarde pour essayer de voir si je suis capable de vous montrer un exemple de ce que je veux vous dire. C'est un morceau carré qui fait qu'on peut changer l'angle en avant. C'est qu'est-ce qui rentre en dessous du bumper aussi en avant. On le met en alu parce qu'il va venir en plastique. Souvent, ce morceau-là va être le premier à casser sur le véhicule. Parce que quand on saute, le véhicule atterrit en avant, ça peut cogner, ça casse. Tandis qu'en alu, ça casse pas, vous ne le changerez plus jamais. C'est une option qui coûte une trentaine de piastres environ. Ça, c'est un must à avoir quand vous achetez un 2 roues motrices. Quand vous allez voir au magasin, vous dites hey, moi je veux m'acheter un buggy 2 roues motrices, peu importe Là, je vous parle d'un Associated, là, le TLR, je ne sais pas qu'est-ce qui se fait pour les autres non plus. Moi, je vous parle pas Associated parce que c'est ça que je roule. Le bulkhead en avant, en alu ou en brasse, à votre choix. C'est important. C'est un morceau qui est un des premiers morceaux qui va casser souvent. Sinon, c'est pas mal ça qui fait le tour là, que je vous dirais. Là, ce qui est important de tenir, comme je vous disais dans la vidéo, c'est quand vous voulez commencer, de savoir quoi acheter comme modèle. Allez faire le tour, allez voir les courses. Déplacez-vous, allez voir les gars dans les courses, il n'y a pas de trouble, allez voir les courseurs. Ils vont vous accueillir dans les pits, ils vont jaser avec vous autres, ils vont vous donner plein de petits hints à savoir comment s'aligner et tout. Mais comme je vous dis, ça ment pas. Quand vous allez voir une club race dans une piste, dans votre piste locale, puis si, mettons, comme je disais tantôt, il y a 20 courseurs sur la piste qui roulent en buggy 2 roues, puis sur les 20 courseurs, vous avez 15 buggy 2 roues Associated, ça vous donne un bon hint quoi acheter pour commencer. Qu'est-ce qui va être le plus simple pour vous autres, comme je vous dis? Vous allez acheter un 2 roues motrices Associated, ben, vous allez avoir de l'aide plus facilement que d'acheter une autre sorte qui n'est pas roulé dans votre club race. C'est sûr que vous pouvez pogner des fois des deals. Là. Vous allez voir un modèle qui, avant de changer de modèle, des fois, ils vont baisser de 100, 150$. C'est toujours intéressant de l'acheter parce qu'il coûte moins cher que commencer. Mais vous avez le gros désavantage qui vient avec. Vous n'avez pas. Les gens ne le roulent pas, donc il n'y a pas de pièces de disponibles. Les autres courseurs n'ont pas les pièces en stock. Si jamais vous brisez quelque chose et vous n'avez pas, puis vous allez avoir de la misère à avoir de l'aide faire les setups sur votre véhicule, la même chose. Parce qu'il est bien important, comme premier véhicule, comme je vous dis, premier véhicule à acheter, quand vous voulez commencer à courser, pour être sûr de ne pas vous tromper, vous prenez le modèle qui est le plus roulé, le plus populaire sur la piste. C'est ça, là, ça trompe pas. Je vous le dis, vous allez demander à pas mal n'importe qui commence à rouler, c'est qu'est-ce qu'ils vont vous dire, c'est ça. Vous avez tout le même modèle, les pièces de spare que vous n'avez pas parce que vous n'avez pas eu le budget pour les acheter au début, mais au moins on est capable de vous dépanner. Si jamais il y a de quoi qui brise, parce qu'on ne vous laissera pas dans les pits à rien faire, vous dire ben écoute, t'as cassé une table de roue, ben écoute, tant pis pour toi, et puis passe ta journée à faire le Marshall à la piste. C'est un peu plate ça. Fait qu'on est capable de vous dépanner, vous aider là-dessus. Puis c'est pas mal ça en gros, là, je pense que. Mais anyway, si vous avez des questions, là, vous pouvez m'écrire directement sur Messenger, sur Facebook. Je vais vous répondre à vos questions, il n'y a pas de problème.
Puis comme je vous dis, là, moi, je suis pas un pro. Loin de là. J'ai pas j'ai pas la réponse à tout. Mais ça, là-dessus, pour débuter, moi, je peux vous dire que ça, c'est la marche à suivre, c'est ça. C'est aller voir le véhicule. Écoute, là, je répète, là, mais c'est vraiment ça qu'il faut faire. Allez voir le véhicule le plus populaire. Si vous voulez commencer en 2 roues motrices, 4 roues motrices, peu importe. Le plus populaire roulé. C'est un. Vous voyez ce sorte-là, bon, mais parfait, achetez. Déjà là, ça, c'est un bon début. Ensuite, achetez pas de bling-bling pour rien. Achetez pas ça, tu sais, des hop-ups, ce qu'on appelle, là, tu sais, mettre des vis en titane, mettre des tie rods en titane, des choses comme ça. Achetez-vous des pneus, achetez-vous des pièces de rechange à la place de mettre du bling-bling dans vos véhicules en commençant. C'est bien plus payant de faire ça. Si vous brisez, vous êtes capable de réparer tout de suite. Ensuite, l'électronique, magasiner. Comme je vous ai expliqué tantôt, un petit hobby wing comme ça coûte 80$. Entre 60 et 80 versus, exemple, ce que je vous montrais dans le mien tantôt, qui est un Ready, un 510R, que flambant bleu, ça se vend 250$. C'est quand même 200$ de moins ce modèle-là, comme je vous ai dit. Magasiner, puis même chose pour les batteries. Il y en a de tous les prix. Vous n'êtes pas obligé d'acheter la grosse marque en commençant. C'est la même chose là-dessus. Si vous avez des questions, je peux vous enligner. Vous avez juste à m'écrire en privé, puis je vais essayer de vous enligner du mieux que je peux là-dessus pour vous donner un coup de main. Donc, je pense que c'est pas mal ça qui fait le tour pour l'instant pour cette vidéo-là. J'espère que ça va vous avoir servi à quelque chose un peu, là, de vous essayer de vous enligner un peu là-dedans. C'est ça. Fait que sur ça, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Puis, comme je vous dis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous m'écrivez en privé. Merci. Ciao. Come on, fuckos, let's go for a ride.